Bonsoir les gens, comme dirait l'autre. Pour changer. Voilà. Nous voilà au bout de ces rencontres, puisque c'est la dernière de ces 3 journées, le dernier invité. J'en profite juste parce qu'après on n'aura pas le temps pour vous dire que voilà, j'ai passé 3 jours à quelques kilomètres d'altitude, non seulement parce qu'il y a eu un astronaute avec nous, mais parce que tous ces gens, toute votre attitude, tous les silences, tout ce qui a été dit, tout ça a été très émouvant. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on était transporté dans un monde qui n'était pas le monde ordinaire de tous les jours. C'est finalement un des buts, une des fonctions de ces rencontres, que de montrer qu'un autre monde est possible, comme on dit. Voilà, j'étais content que vous puissiez toucher du doigt tout ça. Et ce n'est pas du tout par convention que je dis ça. Il se trouve qu'hier, il y avait un dîner avec quelques personnes qui étaient tous les participants, bien sûr. Et il y a une dame qui n'était pas parmi les participants, mais qui avait assisté à beaucoup de rencontres, qui avait été assidue, et qui avait dit c'est très bien tout ça, ce qui s'est passé à Pau, mais le seul problème, c'est que toutes les heures, on a envie de changer de vie. Et c'est vrai. C'est vrai que parfois, on se dit, si je franchissais le pas. Et le seul problème, c'est que la passion n'est pas le chemin de rose que pourraient laisser entendre ces rencontres. Évidemment, d'abord, historiquement, la passion, c'était une grande souffrance. C'était même une souffrance mortelle. Et ensuite, c'est devenu maintenant une condition du bonheur. Mais on a bien senti dans la vie qu'exposait chacun et chacun des intervenants combien les nuits étaient parfois courtes et les contraintes extrêmes pour celui qui vit une passion et qui souvent est débordé par elle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va mesurer de manière plus proche avec notre prochain invité, Patrick Pelloux, qui a une passion de la vie absolument extraordinaire, qui explique peut-être, il nous le dira, le choix qui a été celui de sa carrière. Et il a montré l'amour de la vie qu'il avait lorsque, en 2003, alors qu'il y avait 15 000 morts pendant la canicule, il est intervenu, a parlé partout et a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et il a parlé tellement haut et fort avec tant de passion qu'il a été écouté. Et que chez les personnes solitaires isolées et dans les maisons de retraite, tout a changé depuis l'été 2003 à cause de Patrick Pelloux, en grande partie. Et deuxièmement, il lui est arrivé la chose la plus incroyable qui soit pour un médecin amoureux de la vie, ses amis les plus proches, ses compagnons de route, ceux avec qui il déjeunait et dînait tous les jours ont été assassinés. Il a été l'un des premiers à aller à Charlie Hebdo voir ce qui restait de ses amis. Et lui, le médecin urgentiste dont le devoir est de sauver les gens, ne pouvait pas intervenir pour ses propres amis. Vous imaginez. La passion a de mauvais revers. Et donc, voilà, on va mesurer avec Patrick Pelloux ce que la passion peut avoir d'exaltant et aussi de souffrance. Parce que s'il n'avait été passionné de ce style-là, peut-être aurait-il vécu ça autrement. Et il a écrit un livre où il explique comment on peut, par la passion aussi, renaître de ses propres cendres. Et c'est quelque chose de bouleversant. Voilà. J'espère qu'on va passer avec lui quelque chose, un moment que personne n'oubliera. Merci.
Ça doit vous coûter une fortune, tous ces figurants. Un dimanche de beau temps, c'est le triple. Incroyable. Il y a des tarifs. Des jours de pluie, c'est tant. Nuageux, c'est tant. Et grand soleil, c'est beaucoup plus cher. Enfin, vous avez entendu les applaudissements et c'est le signe d'une chose. C'est le respect et l'amitié que vous déclenchez chez les gens. C'est rare que quelqu'un se fasse reconnaître comme ça, tous âges confondus par tout le monde, pour une action qu'il a menée, qui ne soit pas un responsable élu politique, etc. Oui, c'est une création de vous. Oui, et puis, en fait, moi, j'aime le mot populaire, en fait. C'est pas négatif. Et c'est quelque chose où, d'un coup, ça vous donne encore plus de responsabilité par rapport à ce que vous faites, à ce que vous écrivez. C'est drôlement bien, mais je suis une espèce d'ovni dans tout ce paysage, mais en fait, je suis très proche des gens. Et pour avoir fait énormément de salons du livre et d'être allé rencontrer les lecteurs, parce que c'est ce que je voulais pour ce bouquin, c'était aller rencontrer les gens et leur parler, comme j'ai fait tout à l'heure. Je mesure combien ce côté populaire est formidable, mais c'est une responsabilité, et combien, en fait, le côté populaire est complètement déconnecté de l'importance médiatique, en fait. Les médias, la télé, etc., ce sont des outils. Ce n'est pas une fin en soi. Et je me demandais, mais, parce que je ne connais pas toute votre histoire personnelle, mais quand vous étiez genre adolescent, 12, 13 ans, 14 ans, vous aviez une idée que vous seriez médecin? Alors là aussi, je suis un cas particulier, je suis toujours adolescent. C'est vrai. Bravo, c'est juste. Et il paraît qu'on met longtemps à être adolescent, que ça ne vient pas tout seul. Ouais. Hier, il y avait une conférence à la Sorbonne sur la Cité de la Réussite, qui est une espèce de grande conférence passionnante. Et internationale. Voilà, de l'âge, et on parlait de l'âge. Et en fait, je pense que l'âge n'existe pas. Le temps existe, mais l'âge, c'est ce qu'on en fait. Et je connais des jeunes qui sont déjà bien vieux, en fait, dans leur tête, et des vieux qui sont très, très, très jeunes. Donc, l'âge ne veut rien dire. C'est ce qu'on fait de sa vie qui compte. C'est ce qu'on est. Et quand on se regarde dans un miroir, se dire, c'est pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui. Et nous sommes même si on est dans un monde avec ce qu'ont dit les précédentes conférences, avec toutes les conséquences d'Internet, de la globalisation du monde, des échanges, de la fin des frontières, etc., il y a une responsabilité individuelle par rapport aux choses. Et il faut vraiment en avoir conscience. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on est tous acteurs de l'avenir. Si on prend, par exemple, la planète, et je ne dis pas ça parce que vous avez mis un arbre mort sur scène, c'est un concept. Ouais. C'est l'arbre à palabres. Oui, c'est celui qui a été recalé d'Harry Potter, en fait, qui a fait les décors. Et non, mais c'est très joli, mais c'est ça, en fait. Si on prend l'exemple de la planète, c'est qu'est-ce que tu fais chaque jour pour, en fait, ne pas utiliser de sacs plastiques et puis protéger l'environnement. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est la responsabilité individuelle. Alors, le tout jeune Pelou, qu'est-ce qu'il voulait faire quand il faisait du vélo encore? D'abord, je confirme que ma mère est née à Soumoulou, donc je suis 50% béarnais. Voilà. Comme moi. Non, mais mais c'est bien. Et ma mère était très attachée au Pays Basque, donc elle s'est éteinte il y a 1 an et demi. Elle a voulu être inhumée. Et le Pays Basque, c'est pas le Béarn. Non, pas le Béarn, mais elle était très attachée là-bas parce qu'elle vivait à Saint-Jean-de-Luz. C'est pour ça que je dis Pays Basque. Et elle est inhumée à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Mais je sais que depuis Henri IV, il y a débat, donc. C'est ça. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est ça qui est bien. Voilà. Alors, mes passions, c'était
Non, mais c'était déjà à l'époque, il y en avait deux. Il y avait la musique et puis savoir, comme toute adolescence, ce que j'allais faire. En fait, la médecine m'intéressait parce que déjà à l'époque, c'était surtout, il y avait l'importance des boat people et tout ça. Et je trouvais que c'était vachement bien, Médecins sans frontières. Donc c'était un peu cette idée. Et après, au cours de mes années d'études de médecine, qui n'était pas facile parce que j'étais un petit gars de la banlieue de Melun, donc c'était pas facile de faire ses études à Paris par rapport à ceux qui habitaient Paris, enfin bref. Mais je voulais faire médecine et en fait en découvrant, et la médecine c'est une somme de rencontres en fait, mais j'ai découvert les urgences et à l'époque les urgences, on était étudiant en médecine, on était tout seul, donc c'était un petit peu difficile et donc c'est là où en fait est née ma passion pour les urgences, en ne comprenant pas pourquoi on mettait les plus jeunes, les moins expérimentés à ce qui était le front de l'humanité. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et donc après, ça a été des rencontres. Et après, quand j'ai décidé de faire de la médecine d'urgence, je suis rentré à Saint-Antoine. Et puis voilà. Puis un jour, j'en avais un petit peu marre d'être exploité en faisant un 100% de temps de travail, mais en étant payé 50% et des queues de cerises. J'étais allé voir le syndicat des médecins de l'époque qui m'avait dit non mais il n'y a aucun avenir. Je lui ai dit bah, vous êtes des nuls parce que quand on est un syndicat on ne dit pas qu'il n'y a pas d'avenir. Enfin il faut vraiment être con. Et donc du coup j'avais été comme souvent dans mon existence un peu désespéré pendant 3/4 d'heure. Et puis le quart d'heure suivant j'ai monté mon propre syndicat. Et on est devenu le premier syndicat et puis ça a donné la MUF et puis c'est pas mal puisque là... On arrive, alors bon, moi je trouve qu'on attend encore trop en salle d'attente des urgences et que la qualité des soins n'est pas encore optimale sur les structures d'urgence, mais je continue à porter ça encore pendant un temps pour essayer de moderniser le plus possible l'accueil et la prise en charge au niveau des urgences. Et c'est vrai qu'après, quand je me suis transformé en lanceur d'alerte en 2003, c'est parce que justement c'était insupportable de voir la différence entre un peuple qui était en train de mourir de la chaleur et puis des gouvernants et des puissants qui n'en avaient rien à foutre, quoi. C'était ça qui était insupportable. Et d'où ça vient cette possibilité, d'où ça vient en vous? Le syndicat est nul, je vais créer mon propre syndicat. Il y a une personne sur 10 000 qui a ce réflexe-là. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres champs. Ça vient d'où cette niaque-là C'est comme ça. Quand il y a un truc qui ne va pas, il faut que ça marche, quoi. Je vais le faire moi-même. Oui, je ne sais pas, il faudrait en parler avec Elisabeth Roudinesco de manière à ce que j'essaye de comprendre un jour qui je suis, tu vois. Non, mais c'est comme ça. Parce que ce sont des gens qui sont capables de bouleverser les choses. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas, j'aurais pas cette prétention de me dire si je pouvais changer le monde. Si je pouvais le changer, putain, on ferait des choses vachement mieux. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. J'ai un poste qui est déjà très bien, c'est de pouvoir faire des livres, pouvoir donner des idées et puis de venir à Pau, d'aller ailleurs, de rencontrer les gens. Et ça, c'est formidable. J'ai jamais ressenti le besoin d'avoir tellement de pouvoir. C'est peut-être pour ça que le truc politique, je n'aurais pas été forcément très bon, quoi. Tu vois. Donc, je suis bien avec cette position-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a ce qui a conduit ce livre. Il y a eu le redémarrage avec l'attentat de Charlie Hebdo, où ça a été la fin de tout et le début de tout. Hein. Alors, vous avez écrit. Patrick Pelloux, j'ai passé ma vie à lire des livres, à lire des articles de journaux, à en écrire quelques-uns de temps en temps. Mais vous avez écrit un grand livre, je vous assure. Ah ben c'est gentil. Merci. Et c'est pas qu'il soit bien écrit, c'est pas qu'il soit intéressant. Non, attendez, laissez-moi finir les phrases. C'est pas qu'il soit bien écrit, qu'il soit intéressant. Il est absolument incroyable. C'est-à-dire que on a l'impression que vous êtes à côté de nous, que vous parlez à côté de nous. On a l'impression que vous êtes de notre famille, que vous nous parlez de quelque chose qui vous a bouleversé, qui pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous dans les minutes qui viennent. Et vous avez tellement vécu la chose de près, et vous connaissez tellement des affaires médicales, que vous dites des choses dans ce livre qui vont, pour la moitié d'entre elles, à l'inverse exactement de ce qu'on pourrait croire. Et vous le dites naturellement. Et on sent quand vous le dites que c'est vrai et que si on pense le contraire, on n'a qu'à changer d'avis. Parce que sinon on se trompe. Et ça, c'est le rôle d'un livre. C'est ça que je veux dire. Un livre, c'est pas quelque chose de bien écrit. Vous voyez ce que je voulais dire.
c'est pas quelque chose de bien écrit. C'est quelque chose qui peut changer des choses. Et là, vous avez... Alors, je vais vous demander un service, c'est de lire au tout début deux petites choses, et puis après, je vous ferai... Attendez que je retrouve... Pardon. Le tout début. Voilà. Alors, le tout premier paragraphe, tout simplement. celui-là. Oui. Là. Ah, c'est pas mal. Ah, il est bien. Faut que je le relise. Bon, très bien. Sauver les vivants. Chaque instant, chaque seconde dure 1000 ans. Tout à coup, tu sens que ta vie bascule, que tout a changé, que c'est fini. Il n'y a plus de présent. La sidération de l'attentat est un espace hors du temps qui traverse une autre dimension. Les cartes sont rebattues, tout s'arrête, tout continue. Injonction contradictoire. Voilà, le premier paragraphe s'arrête là. Voilà. Je voulais qu'on parle de la sidération, parce qu'on ne se rend pas compte. On se dit tous, mais qu'est-ce qu'a vécu Pelou? Parce que vous êtes arrivé parmi les premiers, vous êtes arrivé avant la police même. Oui. Donc vous êtes arrivé le premier dans un truc. Et alors vous dites, c'est la sidération. Juste un mot sur ce que c'est que la sidération, ce qui prend à ce moment-là la personne que vous êtes. Alors en fait, il y a eu, grâce à l'imagerie et à des chercheurs qui font des recherches sur les imageries, on comprend de mieux en mieux le psychotraumatisme. Juste en un mot, ceux qui ont fait le plus avancer la science sur le psychotraumatisme, qui ne se concerne pas que les attentats, mais qui concerne tout un chacun, parce que tout le monde a ou aura, hélas, un psychotraumatisme. Dans sa vie. Ça peut être un accident de circulation, une agression, ça peut être des tas de choses. Et puis le psychotraumatisme des uns n'est pas celui des autres, donc d'un coup, il faut respecter. Il y a des gens pour qui avoir un simple accident de voiture sans blessé, c'est dramatique, il faut le comprendre. Bon. Ceux qui ont fait le plus progresser ce concept du psychotraumatisme, ce sont les militaires. Et ça a commencé très tôt, puisque les armées napoléoniennes appelaient ça le syndrome du vent du boulet, parce qu'ils s'étaient aperçus que les soldats étaient complètement sidérés, étaient incapables de se battre, et ils pensaient qu'en fait, le boulet de canon, en passant dessus de la tête, entraînait quelque chose au niveau de la tête, et donc ils pensaient que ça ne marchait pas. Donc il y a eu tous ces progrès-là qui ont été faits par l'armée avant que les civils, d'ailleurs c'est pour ça que je cite souvent dans le livre le général Kroc, qui est un très grand psychiatre des armées, et qui a fait beaucoup d'ouvrages sur le psychotraumatisme. Récemment, en fait, grâce à l'IRM, on a regardé ce qui se passait et les activations des différentes zones au niveau du cerveau. Et derrière, au niveau occipital, vous avez une partie du cerveau, en fait, qu'on appelle l'amygdale cérébelleuse, qui est derrière, qui attend. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans votre vie, aujourd'hui, quand vous avez quitté chez vous pour venir à ce salon, votre cerveau, en fait, recueille des milliers d'informations. Et il vous dit, je suis en sécurité, en permanence. Là, il vous dit, je suis dans une salle, voilà, il y avait des gendarmes dehors, il y a des agents de sécurité, je suis donc en sécurité. Et s'il se passe quelque chose, quelqu'un fait un malaise, il y a l'arbre qui se casse la figure, etc., votre cerveau va dire, ah, ben ça je connais, j'ai déjà vu, c'est rien. L'arbre s'est cassé la figure. Alors tout ça, ça ne dure pas des plombes, ça dure des millièmes de secondes, parce que votre cerveau est 1 milliard de fois mieux, voire plus, que n'importe quel Macintosh ou PC. Bon. Et donc, votre cerveau va dire, non, mais c'est rien, regarde, il se passe ça. C'est mineur, un incident mineur. Et puis, on a des systèmes de sécurité, on a la police, etc. L'état de sidération, ce système qui sert à calmer votre cerveau et vous-même, n'existe plus. Parce que les images que vous voyez, ben, vous ne les aviez pas avant. Donc, votre cerveau est perdu. Et il y a une foule d'informations qui remontent au cerveau et qui vous empêchent d'agir et de faire quoi que ce soit. Exemple, on pourrait prendre chez l'animal la célèbre expression du lapin dans les phares qui d'un coup ne bouge plus. Il est sidéré, il ne bouge plus. Voilà.
toute cette foule d'informations qui arrivent, en fait, le cerveau va les stocker dans un petit coin, ce qu'on appelle après la mémoire traumatique. Et donc, la sidération, c'est ce moment où il ne se passe plus rien, qui est assez rapide et qui entraîne des sécrétions d'hormones, dont l'adrénaline. D'où la fameuse expression populaire « mourir de peur », qui est une réalité. Quelqu'un qui voit quelque chose de sidérant, de peur, peut mourir parce qu'il va hypersécréter de l'adrénaline. Ça va influencer sur le rythme cardiaque, par exemple, et hop, ça va s'arrêter. Donc voilà, il y a une cause physique. Et quand on parle qu'un psychotraumatisme est une fracture cérébrale, on peut le voir sur des images à l'IRM. C'est-à-dire que là, on arrive et on a une connaissance. Alors, là récemment, vous avez vu, il y en a qui ont dit, ça y est, on a trouvé une molécule. Non, ils n'ont pas trouvé une molécule. Il y a un laboratoire pharmaceutique qui a fait pression pour qu'on dise que sa molécule, oui, c'est ça la vérité, en fait. Donc, le bêta-bloquant qui est connu et que plein de gens ici prennent parce qu'ils ont une petite insuffisance cardiaque, parce qu'ils sont hypertendus, etc. En fait, le bêta-bloquant, il empêche la réaction de l'adrénaline. Donc, en fait, eux, ils ont été malins, ils ont dit « Ah bah ça y est, donc on empêche la réaction d'adrénaline, il n'y a plus de psychotrauma. » Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et ce n'est pas du tout comme ça, à mon avis, qu'on le soigne. Ça se saurait s'il y avait des médicaments qui rendent heureux et qui empêchent d'avoir peur. Mais il n'y en a pas, en fait. Alors, vous dites que voilà, après la sidération, la vie forcément continue, et vous dites il est déjà difficile par les temps qui courent de tenir, tout simplement. Mais quand il s'agit de renaître, alors c'est une autre affaire, une autre paire de manches, qui est une longue histoire. Voilà, parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains et il y a cette volonté de continuer et de vivre, en fait. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire de résilience. Ça, c'est le mot hyper bankable actuellement. Mais je ne suis pas d'accord pour des raisons simples. C'est que la résilience, c'est une théorie physique qui fait que d'un coup, par exemple, des ailes d'un avion, quand vous êtes en l'air, les ailes d'avion vont se courber, et puis quand vous allez atterrir, elles vont retrouver leur état initial. Je ne suis pas d'accord avec ce mot parce que vous ne pouvez pas retrouver un état initial, en fait. Moi, je préfère dire renaissance de quelque chose. La notion même de dire qu'on peut oublier, c'est faux. Parce que personne n'oublie jamais ses peines. Il doit vivre avec. Et il n'oubliera jamais. Et c'est justement là où on sait que le deuil d'un être cher ou quelqu'un qu'on a connu ou un traumatisme est passé, c'est quand d'un coup la personne peut parler du traumatisme en étant suffisamment détachée pour avoir encore sa liberté personnelle, de réflexion, de vie, de choix, d'accord, son libre arbitre est rené. C'est ça le truc, en fait. De dire qu'il y a la résilience, je comprends le concept, je comprends et je pense qu'on dit la même chose, mais le mot est mal choisi et cette théorie n'est pas, en fait, aussi définitive que ce qu'on peut penser. Je garde énormément de contacts avec tous les gens de Charlie et leur manière de se reconstruire, et il y a une grande différence entre ceux qui ont été pris en charge par des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, et ceux qui ne l'ont pas été. Ça a été confirmé quand il y a eu l'attentat du 13 novembre des différents sites, dont celui du Bataclan, où on a vu une très grande différence entre ceux qui allaient verbaliser et qui parlaient de leurs problèmes et ceux qui ne l'avaient pas fait. Et ça a des conséquences physiques à long terme parce qu'il y a une prévalence supplémentaire sur ceux qui n'ont pas été pris en charge sur le psychotraumatisme et qui développent des hypertensions, des diabètes et des maladies endocrines. Donc c'est vraiment... un bouleversement. Ah oui, c'est un bouleversement. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux parler de renaissance. Et quand on a fait l'accompagnement que je raconte dans le livre de la réouverture du Bataclan, c'était hautement symbolique et significatif. Pour moi, les attentats des islamistes, ils ont un but, c'est casser notre civilisation et ce que nous sommes tous. Voilà. On sait que c'est ça qui les trouble, c'est ça qu'ils veulent casser. Ils veulent qu'on se monte les uns contre les autres. Voilà. S'attaquer aux salles de spectacle, aux salles de convivialité sur l'objectif des attentats du 13 novembre, c'était la réalité. Nous avons un peuple qui a dit non
le lendemain, il y avait un hashtag je vais en terrasse, et tout le monde est allé sur les terrasses des cafés ce soir-là. Mais il y avait une interpellation de la part des directeurs du Bataclan, c'était de se dire comment on va rouvrir le Bataclan. Et en fait, ils m'ont appelé et je leur ai dit vous allez nous donner les clés du Bataclan et on va le faire avec les 2 associations de victimes qui sont très pertinentes et proches et qui font vraiment un travail social vachement intéressant. Et on a ouvert en un premier temps en faisant venir les victimes qui venaient se recueillir dans la salle. Et ce que je raconte, c'est que le recueillement, c'est quelque chose de très personnel et pas critiquable. Et on a eu toutes les formes. On a eu les formes avec des grandes pleurs, des grands cris, et puis ceux qui avaient besoin de mettre un poème, une bougie. C'était quasiment... Enfin, il y avait un côté sacré à ce recueillement qu'on a voulu garder, et d'ailleurs, en éloignant les médias et tout ça. Et puis on l'a refait quelques jours avant la réouverture du Bataclan, et c'est ce qui a permis la réouverture du Bataclan. Et je pense que c'était important de rouvrir cette salle et de continuer, parce qu'il ne faut pas qu'on soit neutralisé. C'est là où on en arrive à ce concept qui, pour moi, est qu'en fait, il y a un psychotraumatisme individuel, mais il y a aussi un psychotraumatisme du peuple et national qui est à prendre en compte, en fait. Alors, on va faire le tour de 2-3 idées reçues et confronter ça avec ce que vous dites dans le livre. On commencera par la chose la moins différente, je vais dire, mais on pourrait imaginer que quelqu'un, après avoir subi ce traumatisme que vous avez exposé, se dise « moi, je préfère rester seul, je vais régler ça moi-même ». Et vous êtes très, très précis sur ce point. Il faut accepter de se faire aider. C'est la seule attitude possible et valable. On a progressé, c'est-à-dire d'aller voir un psychiatre. C'est une notion caricaturale et débile de dire je vais voir un psychiatre donc je suis fou. On est tous fous de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte d'aller d'aller se faire prendre en charge. Ce qu'on a vu, nous, c'est qu'il y avait une différence flagrante entre quelqu'un qui allait voir un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue, et ceux qui, finalement, restaient chez eux enfermés. Nous avons eu des cas comme ça de gens, notamment après les attentats du 13 novembre, qui sont restés enfermés chez eux. Nous en avons vu aussi au niveau des attentats de Nice, et à chaque fois, quand on regarde l'attentat du 13 novembre, les attentats du 13 novembre, c'était ça avait été calculé par un sociologue, il y avait à peu près 7 millions de personnes qui avaient été en fait touchées. Concernées. De près ou de loin, qui connaissaient quelqu'un, etc., etc. Donc, c'est là où je m'en prends un peu aux médias, en fait, parce qu'ils ne font pas le boulot d'accompagner le peuple à réfléchir et à prendre un peu de douceur. Les chaînes d'infos continues, c'est une espèce d'essorage de l'actualité en permanence qui ne donne pas d'air pour se poser. C'est vrai. Angoissant. C'est très angoissant. Très angoissant. Et en vous disant ça, je pense évidemment à quelqu'un que je connaissais et qui était un ami qui s'appelait José Arthur, que tout le monde connaissait pour le Pop Club sur France Inter. Et le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, José s'est mis devant sa télé et a pleuré tout le temps. Et sa fille m'avait raconté qu'il était resté mercredi, jeudi, vendredi devant la télévision. Et le samedi matin, il a fait l'accident vasculaire cérébral et il en est mort. Et ça traumatise. Il faut que, justement, alors ça ne veut pas dire de dire n'importe quoi, c'est pas ça, mais de trouver des espaces de douceur pour apaiser et qu'ils ne soient pas des espaces en disant on va passer une page de publicité, ça va les calmer. C'est pas ça. C'est vraiment de trouver des mots et des gens qui peuvent apaiser et rassurer un petit peu, quoi. Alors vous allez même plus loin. Vous dites il ne faut pas hésiter à déranger quelqu'un qui est dans la souffrance. Il ne faut pas craindre de le brusquer. Il faut le forcer, même s'il y est hostile, à sortir de l'isolement. C'est comme un devoir. Ouais. C'est vachement, mais ça, c'est arrivé à toutes celles et tous ceux qui sont là ou qui nous regardent. C'est que d'un coup, quand il arrive un malheur à quelqu'un, vous vous dites, vous avez un peu la trouille, vous dites, je ne vais pas le déranger, je ne vais pas l'appeler. Voilà. En fait, c'est un tort. Il faut y aller, même si vous dites rien, même si c'est juste pour boire un verre d'eau, un café, machin.
Il faut aller voir les gens, les approcher. On a énormément d'outils de communication. On croit qu'on est tous ensemble parce qu'on a 5000 amis Facebook qui sont totalement virtuels. Et en fait, la solitude n'a jamais été aussi présente. Les gens souffrent de la solitude. Une personne âgée, par exemple, ou dite âgée, qui vient de perdre son conjoint alors qu'elle vivait avec lui depuis 40, 50 ans, c'est considérable, c'est l'effacement du monde. Il faut aller les voir, il faut rester avec eux, même si vous dites rien. Et les phrases qu'on entend, que j'ai entendues aussi, ça va passer, il faut oublier, il faut tourner la page, il faut rencontrer une nouvelle femme, il faut partir en voyage, etc. Tout ça, c'est débile, en fait. C'est juste être là et présent. Moi, je me souviens ce que je raconte, ce que j'attendais chaque jour, en fait, c'était une amie qui venait me chercher et on allait se promener, juste, dans mon quartier, juste. On disait rien. Et c'était important. Et c'est marche. Même si on ne parle pas, quoi. Même si on ne parle pas. La présence. C'est pour ça, en fait, si vous voulez, avant, ils ne connaissaient pas tout ça, mais c'est pour ça que vous aviez des tas de rituels sur la mort de quelqu'un. Aujourd'hui, on cache les morts, on cache les enterrements, on ne veut plus voir, etc. À l'époque, ça accompagnait, parce que vous aviez la veillée, parce que vous aviez le recueillement devant le corps, etc. Même si c'était très pragmatique et conseillé, les gens, en fait, s'accompagnaient vachement. Voilà, vous aviez... Personne n'était seul, en tout cas. Personne n'était seul. Et il y avait cette espèce d'acceptation de la souffrance. Et en fait, quelqu'un qui ne va pas bien, il faut aller le voir. Peut-être que vous allez vous prendre une tôle le premier jour, il va refuser, il va vous faire pas de café, rien. Deuxième jour, il y aura peut-être un autre truc. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un, surtout si c'est votre ami ou un proche, tout seul. Même si, des fois, c'est vraiment casse-couille. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent non, 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 non. Mais c'est pas grave, je reviens demain. Il faut savoir tendre la main. C'est ce que je reproche un peu à la médecine actuelle, qui est un petit peu dans la facilité d'abandonner les gens à leur propre sort, en s'abritant derrière le fait que maintenant, si vous n'avez pas le consentement des malades, eh ben, oui. on ne fait rien. Là, on inverse un peu l'épaule maintenant. C'est un peu dommage, je trouve, qu'on a un peu déshumanisé et déresponsabilisé à une partie sur la médecine. Mais bon. Vous dites même quelque chose d'assez drôle, vous dites... parce que souvent les gens disent ça, alors, je ne suis pas allé le voir parce que je ne savais pas quoi lui dire. Et vous dites, allez voir quelqu'un et dites-lui, je ne sais pas quoi dire. Ah mais ça c'est formidable ça. En fait ça c'est formidable. Savoir garder le silence, c'est peut-être le summum pour moi de la relation amicale. De la relation amicale. Ouais, je crois. Ouais. Vous passez une journée, moi c'est ce qui me manque actuellement, parce que Charb était comme mon frère, mais on passait des journées où il venait à la maison et puis on se disait rien, on n'avait rien à se dire, mais on était là. C'était bien. Bon, lui, il dessinait à chaque fois. Donc, Alors, autre point que je n'avais pas vu de manière si précise et sur laquelle vous êtes catégorique. Souvent, on dit quelqu'un qui a perdu des proches dans un endroit ou qui a perdu quelqu'un de très proche, il vaut mieux pas y retourner quand ce proche est parti. Il vaut mieux éviter les endroits où on a été heureux ensemble avec quelqu'un qui n'est plus. Alors, et vous dites... que c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, voilà. Quand j'ai lu ces phrases, je me suis dit, mince, alors j'aurais juré le contraire. Ah ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut faire bouger les lignes. Alors. Le truc, c'est de faire du souvenir sur le souvenir. Du souvenir sur le souvenir. Sur le souvenir. Ça veut dire que s'il y a un lieu où vous alliez avec la personne qui vous était chère et qu'elle est morte, etc., il ne faut pas brusquer, il ne faut pas y aller dès le lendemain, c'est difficile, etc. Mais il faut se dire qu'un jour, on y retournera. Et il faut y aller un jour et retourner manger dans le restaurant, aller boire un coup dans le bar, etc., etc. D'abord parce que ça vous permettra de voir que finalement, là où il y avait des souvenirs, la vie continue, donc déjà c'est apaisant. Et puis, ça permet de se reconstruire. Et il faut aller sur ces endroits-là, parce que sinon, ça agit à chaque fois... La conduite d'évitement, qui fait partie du psychotraumatisme, c'est les gens qui ont un accident et qui sont incapables de reconduire une voiture, etc. Ben justement, il faut les accompagner pour réussir à reconquérir, ce qui sera un très bon signe de savoir qu'ils ont un peu réparé leur psychotraumatisme. Vous avez mis
du temps, parce qu'on s'est dit, mais comment Pelou il a fait pour comprendre ça? Comment vous avez... Mais j'en sais rien. Écoute, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est l'histoire de ce livre, en fait, c'est que j'ai préféré arrêter d'écrire dans Charlie Hebdo parce que c'était difficile, parce que toute l'équipe, pour moi, était morte. Il fallait faire la place à une nouvelle génération. Donc voilà, un jour j'ai décidé d'arrêter, puis c'était comme ça. Ensuite, pendant 4 mois, je me suis dit que l'écriture m'avait quitté, et puis je trouvais plus d'intérêt à écrire, je trouvais que j'écrivais comme un manche, voilà, donc je me suis dit on va arrêter. En fait, c'est l'éditeur qui, un jour, j'ai discuté avec lui, on parlait toujours pareil, comment ça va, donc machin, je racontais, et puis il me dit mais tout ça, il faudrait que tu l'écrives, etc. Et du coup, parce que j'étais très critique sur des prises en charge qu'on m'avait dit ou des théories qu'on m'avait indiquées. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas l'écrire. Et donc, d'un coup, c'est pas un livre, en fait. C'est une somme de chapitres qui peuvent être déchirés parce que je l'ai voulu le construire comme ça. C'est un livre qui doit être pratico-pratique, en fait. Vous allez peut-être retenir une page qui vous servira, ou un paragraphe, ou un chapitre, ou plus. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir des gens qui l'ont lu, qui l'ont griffonné, qui ont mis des post-it partout, et ça leur dit... Et c'était ça le but, en fait. C'est pas une théorie, c'est un témoignage. Et c'est de dire, voilà, écoutez, bon ou mauvais, voilà moi ce que j'ai fait pour me sortir du merdier. Voilà, essayez ça ou ça, et ça vous permettra de faire quelque chose. Et d'aller mieux, et de continuer à vivre. C'est ça le truc. Et alors, ce qui est... Quand on lit le livre, on se dit, mais Pelou, il a été urgentiste. Personne dans la médecine française n'a vu... comme lui, autant de gens touchés par un traumatisme, puisque par définition, dans les urgences, on voit que les gens qui ont eu un accident ou qui se sont confrontés. Et donc, vous étiez celui parmi tous les médecins de France qui était parmi ceux qui connaissaient le mieux tout ça. Ouais. Et vous avez quand même redécouvert tant et tant de choses après parce que ce soit arrivé à vous-même. J'ai toujours des doutes et toujours une autocritique assez prononcée. Et en fait, c'était assez drôle de voir le regard des autres qui disaient mais lui, il est urgentiste, voilà. Donc il a l'habitude, etc. Voilà. En fait, c'est faux. La blouse blanche, c'est pas un gilet pare-balles contre l'émotion, quoi. Ça serait si le nombre de pneumologues que je connais et qui fument. C'est vrai. Et je te parle pas des alcooliques. C'est vrai. Balance ton alcoolique. Donc ça protège pas. Donc du coup, j'ai eu un regard très critique par rapport à tout ce qu'on m'avait dit. Et puis j'ai commencé à parler avec les psychiatres. Je rends hommage aux psychiatres des armées parce que c'est eux qui sont des as pour le psychotraumatisme. Et puis après, ça entraînait des choses qui portent. Et puis après, c'est vrai que si tu veux, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, il y a eu cette volonté d'aider le plus possible. Quand j'ai eu mon alerte sur mon portable, les autres collègues m'avaient dit « Non mais ne viens pas, c'est tout ». J'ai dit « Non, je viens ». Et puis je suis resté en régulation parce que j'avais peur justement de réactiver ma mémoire traumatique et d'être neutralisé. Donc je suis resté en régulation pour diriger les victimes et on a sauvé... les secours. Les secours, voilà, diriger les victimes dans les meilleurs hôpitaux, etc. Et ça a été une soirée absolument incroyable. Et à chaque fois, je regardais ça avec un regard très critique. Et on sait maintenant que plus tôt on intervient, plus tôt on porte le soin aux gens, plus tôt on a de l'intérêt pour eux, et mieux c'est, quoi, hein, bien sûr. Et un des remèdes, parce qu'on croirait là aussi qu'après un traumatisme pareil, la dernière chose qui vient à l'idée, c'est de contempler les choses. On a l'impression qu'on est tellement bouleversé que plus rien ne peut... la contemplation, c'est le calme. C'est la liberté d'esprit. Et vous dites, il faut absolument, lorsqu'on a un traumatisme, connu une douleur forte pour le décès d'un proche, etc., s'obliger absolument à regarder de l'art et à réapprendre absolument à contempler. Ah mais oui. L'art est important. L'art, vraiment... l'une des choses... C'est un médicament. Ah oui. Et puis le théâtre.
Des fois, il y a des difficultés sur la concentration, parce que d'un coup, voilà, tu as une espèce d'envol sans arrêt avec les flashs qui reviennent, etc. Mais c'est pas grave. Faut y aller, faut bouger. L'art fait partie de la thérapie, la beauté, le geste, la musique, tout ce qui apaise en fait les choses. Faut se mettre, faut avoir une position qui est sur chercher de la douceur, comme le sport, parce que justement vous allez sécréter des encéphalines au niveau du cerveau qui sont l'équivalent de la morphine, et ça va vous faire du bien. Comme le yoga que je recommande dans ces genres de choses, parce que justement des techniques de méditation vous permettent, lorsque vous avez une idée ou une obsession dans la tête qui vient sans arrêt, de vous dire ça y est, elle revient, mais je ne l'entretiens pas, je la laisse passer. C'est un exercice mental, c'est vraiment compliqué à acquérir, mais une fois que vous l'avez réussi à choper le truc, là ça va mieux. C'est pour ça que le sport, le yoga, c'est très bon. On sait que moi j'ai beaucoup picolé après l'attentat, c'était pas bon du tout. C'est la première chose que m'ont dit les psychiatres militaires. Ils m'ont dit il faut arrêter ça tout de suite. Pour quelle raison? Parce que l'alcool empêche une partie du processus de cicatrisation au niveau cérébral, comme le cannabis, qui est un faux ami. Parce que beaucoup se mettent à fumer des pétards, etc., en se disant ça me calme et tout. Non, en fait, ça aggrave les choses. Mais le sport et l'activité de méditation et de yoga sont des choses très positives. Et j'ajoute, si moi j'ai fait du yoga, tout le monde peut le faire. C'est vrai qu'on ne vous voit pas yogi. Non, moi non plus. Oh, non. J'aimerais voir des photos. Mais non, il y aurait des plaintes. Alors, hashtag balance le gros porc, tu vois. Mais non, mais on peut le faire, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Et vous dites même que vous êtes plus contemplatif maintenant qu'avant le traumatisme. Ah non, mais ça a totalement changé. Il y a un de mes amis, Francis, qui est dans la salle, avec qui on allait à la fête de l'UMA, au stand de Cubassi, on a fait des soirées avec Charb, etc. C'était des moments de rêve. Bon, tout a été bousculé. Et quand d'un coup, il vient et que je sais qu'il est dans la salle, on a l'impression que Charb est par là et n'est pas loin. Mais justement, le fait qu'il y a ce deuil, pour moi maintenant, ça me donne plus d'envie et je suis heureux d'être ici. Je trouve que c'est une journée merveilleuse et même si on n'a pas balayé la Seine... et là, il vous gêne cet arbre. Et c'est formidable. Le rire est formidable. Tu vois, le rire, d'un coup, ça, c'est merveilleux. Il faut, alors, c'est pas une contemplation naïve en trouvant que tout est beau, etc. Oui, pas du tout. Mais je vous assure que c'est juste s'arrêter, en fait. S'arrêter, et puis de savoir que l'existence, la vie, comme dit François Morel dans son dernier spectacle, c'est une parenthèse. Donc, il faut en profiter et la faire la plus belle possible. C'est ça le truc. C'est un véritable travail, comme disait Pascal. La vie, le bonheur, c'est un véritable travail. Donc ça veut dire du courage, comme dit Cynthia Fleury. Ça veut dire s'acharner à ne pas se laisser tomber. Et quand vous voyez quelqu'un qui va tomber ou qui ne va pas bien, c'est lui prendre la main. Nous, ça a été très compliqué. Hein. On est allé chercher des victimes qui ne voulaient pas venir. Qui ne voulaient pas venir au Bataclan. Et on en a aidé. On est devenu très proche avec certaines d'entre elles. On est devenu... ils viennent des nous secours. Voir, on a des secours, parce que cette situation totalement inhumaine, catastrophique, ça fait que les liens avec les malades sont devenus très, très forts, en fait. Ouais. Il n'y a pas que, en vous écoutant, qu'on a envie de rire, c'est en vous lisant aussi, c'est là où on voit que votre connaissance parfaite de Charlie Hebdo ressort. Il y a un passage sur les cons. Ah oui, mais ils sont toujours vivants, eux. Vous avez remarqué? Ah ben. C'est épouvantable. J'ai trouvé ça formidable parce que dans un livre comme ça, qui est bourré d'émotions, de moments, de doutes, et où on pénètre des choses qu'on ne connaît pas bien, de voir cette phrase-là sur les cons,
voilà, on se dit, même dans le pire des traumatismes... Oui. Hein? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on pense des cons quand on est dans la situation? Ça n'a pas d'importance. Tu Ça n'a pas as quand d'importance. même des rumeurs pourries sur toi. J'ai dû faire un procès à un très mauvais journal qui s'appelle Le Point, qui a dit que j'avais touché 1,5 million d'euros après les attentats, ce qui était totalement faux. Eh oui. Non, j'ai pas du tout été protégé, sauf par les officiers de sécurité qui ne procrastinent jamais et qui sont toujours là, présents. Mais les cons ne s'arrêtent pas. Les cons ne s'arrêtent pas. Les cons sont toujours là. Et les rumeurs pourries, t'en as toujours. Voilà. C'est peut-être ce qui fait que... Mais ils ne vous atteignent pas, en fait. Hein? Non. Vous êtes protégé contre ça, je veux dire. J'essaye d'être protégé. On n'est jamais protégé complètement, mais disons que les amis, l'amitié, le public, on a dépassé 50 000 ventes de ce livre. C'est merveilleux. Moi, je ne pensais pas en arriver à ce stade-là. Et c'est ça qui encourage. C'est ça. C'est ta ceinture de sécurité. Ce n'est pas le microcosme parisien des petits médias pourris. Ce n'est pas ça du tout. Ta ceinture de sécurité, c'est te dire, voilà, j'ai mis dans 3 salles, parce qu'il n'y a pas que celle-là, dans 3 salles, j'ai mis presque 1000 personnes à Pau, un jour de beau temps. Voilà. Vous avez... C'est vrai. Vous avez changé d'amis ou d'ennemis après tout ça? Des nouveaux amis, il y en a, oui. Des nouveaux amis, l'importance de nouvelles choses, de nouveaux concepts. Par exemple, quand le livre est sorti, je l'ai envoyé il y a un réseau de fans sur les réseaux sociaux qui sont actifs, que je respecte beaucoup, et je leur ai envoyé le bouquin, et c'est eux qui ont largement diffusé. J'ai envoyé le livre de très très peu de journalistes, et c'est des nouvelles choses comme ça. Mais mes amis sont toujours là, et je tiens beaucoup à eux, ouais, bien sûr, et mon chat, ça. Intouchable. Patrick Pelloux, donc c'est la fin de toutes les rencontres pour tout le monde. Et en lisant votre livre, j'avais été extrêmement ému et extrêmement intéressé. Et vous avez réussi à faire quelque chose de très émotif et d'utile en même temps. C'est très rare d'avoir les deux choses en même temps. Et quand vous dites qu'il y a eu il y a 1200 personnes qui ont assisté à cette rencontre avec vous aujourd'hui, malgré le beau temps, c'est pas pour rien. Ah ouais. C'est ça, c'est bien, ça a dû vous coûter très cher. C'est que, voilà, vous avez endossé un personnage et vous êtes quelqu'un que tout le monde respecte, aime, et en plus, maintenant, vous êtes utile, pas simplement à vos malades à vous, mais à tous, parce qu'on a tous un grain dans la tête. Et que donc c'est... Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut faire germer ce grain. Et juste l'homme n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Personne, l'être humain parfait, on vous fait croire qu'on pourrait être parfait. On a tous des failles, on a tous fait des conneries un jour, etc. C'est la manière de les traiter, et c'est la tolérance. Ce qui me choque actuellement beaucoup, c'est ces vagues de rumeurs sur les réseaux sociaux, ces espèces de trucs à l'emporte-pièce où on déteste les gens qu'on aimait avant, etc. Bon, il y en a, c'est mérité, comme Tariq Ramadan, parce que ça, c'est même pas la peine. Mais faut pas se tromper d'ennemi à l'heure actuelle. Pour moi, c'est ce que je veux porter là. Le plus important pour moi, ce sont les valeurs de la République et de la laïcité. C'est ces valeurs-là qu'il faut absolument protéger. On doit donner aux générations futures un monde qui soit meilleur. C'est pour ça que ce nouveau millénaire, il faut qu'on bouge maintenant. Il faut qu'on bouge. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un nouveau siècle des Lumières et que la France ne rayonne pas avec ses idées. Mais il faut bouger, et tout le monde doit bouger.
C'est-à-dire maintenant, c'est plus être contemplatif et se dire qu'on a fait quelque chose de bien parce qu'on a fait hashtag moi le quart, gna gna gna. Et parce qu'on a même conservé les choses. Voilà, ou d'un coup l'engagement se limiterait parce que j'ai signé une pétition sur Internet. Je pense que ça, c'est pas valable. Il faut vraiment bouger et construire des choses nouvelles. Mais il n'y aura pas tout ça sans le socle des valeurs de la République et de la laïcité. Et la laïcité, concernant le monde de la santé que je connais bien, il n'y aurait pas de médecine moderne sans la laïcité. Parce que de toute façon, toutes les religions, quelles qu'elles soient, ont toujours voulu avoir la main sur la naissance, la procréation et la mort. Ce qui leur troue le cul à l'heure actuelle, c'est que la science a pris possession de tout ça. Et il faut savoir le camp dans lequel on veut être. C'est-à-dire ce camp, à l'heure actuelle, c'est vraiment, voilà, t'en es ou t'en es pas. Tu défends la laïcité ou tu la défends pas. Et il faut la défendre, parce qu'elle est malmenée dans certains quartiers, parce que certains qui empêchent ou qui obligent des femmes à porter le voile pour qu'elles soient soi-disant tranquilles, c'est une oppression des femmes pour moi. Parce que ceux qui veulent faire régner des lois moyenâgeuses en France se trompent, parce que c'est pas la France. Et de dire ça, c'est pas reprendre des thèses d'extrême droite qui veulent faire des amalgames. C'est pas du tout ça. Faut réinvestir un certain nombre de vocabulaires qui font que d'un coup, on est fier de ce qu'on fait et de ce qu'on porte. Nous sommes un peuple vaillant, nous sommes un peuple fort, et moi, étant populaire et ayant la possibilité de m'exprimer, c'est ça qu'il faut porter maintenant. Et c'est quand on est fort comme ça qu'on peut conduire des choses nouvelles et encore mieux. Parce que demain, ça va être mieux. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.